jour demander pardon aux Congolais, par exemple, pour ce passé fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction déjà est bandit au fur et à mesure que Ndambu est rapport Isaac Obima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, ça y bambongo na caisse à l'État. Ah, mais nazali gouverneur wa Yambo, Oyatiki Bilembo, les signes visibles. Qui dollar les mata, talo na ngozo mata et que mongo na biso ezo kita. Banque centrale aza nambela ya kubimisa ndambo ya réserve pour atiango na marché de façon que valeur ya mongo na biso e mata. Merci de votre fidélité à ce nouveau numéro de À votre avis sur votre chaîne. Encore une fois, merci. Nous sommes là justement pour échanger autour de grandes questions d'actualité avec un invité. Nous l'avons sur notre plateau, Patrick Makanga, qui est cadre à l'AFDC. C'est parti politique ici en République démocratique du Congo, piloté par Modeste Batilukwebo. Patrick Makanga, bonjour. Bonjour cher Jacques Kalonji, merci pour l'invitation du jour. En tout cas, j'en profite pour saluer l'ensemble de la population congolaise et plus particulièrement ceux qui sont scotchés pour suivre l'émission. À votre avis, voilà. Merci, mais quand on voit directement l'AFDC. Quelle est la santé de votre formation politique? En tout cas, l'AFDC se porte trop bien, toujours dans le combat derrière la population, parce que le parti politique, en principe, doit être créé pour répondre aux besoins de la collectivité. Raison pour laquelle on parle de l'idéologie au sein d'un parti politique. Et que, d'ailleurs, chose qui justifie, je pense que nous allons parler de ça, mais qu'il me soit au moins permis de lancer un peu, voilà, de défleurer un peu la situation, la proposition des lois portant modification de la loi sur l'agriculture que nous avons dans notre pays. C'est voilà un travail qu'un parti politique est censé faire pour essayer de répondre aux besoins de la collectivité, pour essayer d'apporter une pierre de plus dans l'édifice ou dans la construction de notre beau pays, parce que nous sommes tous sans ignorer comment beaucoup de secteurs ne marchent pas très bien. Juste pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une réglementation adéquate, dans le secteur, et puis ça fait que beaucoup de choses n'ont pas connu l'expansion ou soit l'éclosion tant voulu, tant attendue par la population congolaise. Il a fallu donc voilà. de réflexion. Voilà, et puis là, de par là, je salue l'initiative l'initiative brave du président du Sénat, qui du reste, ça fait plus ou moins 20 ans que nous avons connu une telle histoire où on voit un président d'une institution telle que Sénat léguer ses prérogatives du règlement d'ordre intérieur en tant que président du Sénat pour s'exercer, faire l'exercice parlementaire dont il a été sur base duquel il a été élu. Voilà, il a laissé la politique débat à son collaborateur pour venir faire son travail proprement dit. Mais parlons de vous. C'est vrai que vous avez parlé de Modeste Batilukwebo, le président du Sénat, mais aussi votre autorité morale. Mais qu'est-ce qui a poussé Patrick Makanga d'adhérer à la FDC? En tout cas, la première des choses, c'est d'abord surtout le fait que non, l'AFDC allié, c'est un... D'abord, AFDC, c'est un parti politique qui est constitué par des gens qui sont issus de la société civile. Vous voyez, nous savons tous très bien la lutte au sein de la société civile. Et que si ça revêt un caractère politique, c'est pour intensifier encore la frappe. Parce que la lutte dans la société civile, c'est pour que la politique s'adapte au vécu quotidien des Congolais, au vécu quotidien de la population. Alors, cette migration vers la politique, c'est en quelque sorte une façon de frapper encore davantage, là maintenant avec le pouvoir, pour essayer de répondre aux attentes de notre peuple qui reste depuis la nuit des temps
sans satisfaction, vous voyez. Et alors, moi, d'abord, je fus un analyste politique indépendant. J'ai été reçu, j'intervenais comme un analyste politique indépendant. Alors, quelques temps après, j'ai été approché par l'AFDC allié. Il y a M. Redo Mamboleo qui m'a approché, quelqu'un avec qui on s'est connu là où je travaille parce que je suis aussi un agent de l'État. Je suis un agent de l'État, un monsieur sur qui on s'est connu dans le domaine beaucoup plus professionnel. Il m'a approché, il m'a fait voir l'AFDC, je me suis approché, j'ai été reçu par les autorités du parti. J'ai compris et j'ai vu que l'AFDC c'est un grand regroupement politique. Et qu'est-ce qui vous a convaincu? Et c'est son organisation, c'est son ancrage sur le plan national. C'est d'abord l'organisation et puis la personne de l'autorité morale du président statutaire de ce parti, un professeur de surcroît et puis quelqu'un qui de partout il est passé. En tout cas, j'ai eu de lui un très bon témoignage. En tout cas, j'ai été séduit de par la personne du président et puis l'organisation au sein de ces partis politiques et qui aujourd'hui a fait de moi un des communicateurs. Voilà. Donc, je rappelle que Patrick Makanga est cadre au sein de l'AFDC. Bezalo, vous avez des ambitions un jour devenir député national, devenir ministre, c'est pas moi pour le compte de l'AFDC. Moi, je pense que si je ne refuserai pas de travailler, si mon parti m'estime digne d'exercer une fonction quelconque, même être proposé comme candidat, je ne pense pas vraiment refuser parce que les gros dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est des souvenirs aux besoins de la collectivité. Alors c'est par des biais politiques qu'on peut apporter de l'énergie, qu'on peut apporter un coup de pouce pour que tout le monde se retrouve, pour que ce ne soit pas seulement les gens de ta famille biologique, pour que tu puisses agir dans l'intérêt d'un grand nombre. Voilà. Mais il ne faudra pas qu'un jour qu'on puisse avoir Patrick Makanga, ministre par exemple, au sein du gouvernement, et puis après qu'il soit déclaré incompétent. Non, je ne pense pas parce que... Et que son propre parti ne sait même pas l'entourer, l'assister. Non. Les gros, c'est la détermination que nous avons. Et la détermination est individuelle. C'est d'une personne, ça dépend d'une personne à une autre. Et d'ailleurs, permettez-moi d'être un peu indiscret, dans le sens que nous autres sommes entrés en politique. C'était pas pour chercher du boulot, parce qu'on avait déjà un boulot avant que nous venions à la politique. On était déjà agent de l'État dans une entreprise, dans des entreprises de la place dont les gens sont quand même assez bien payés. Et comme ils sont venus en politique, ce n'était pas pour chercher vraiment du lucre, mais c'est pour essayer d'aider notre pays. Parce que nous sommes de ceux-là qui ont souffert dans ce pays. Je suis un enfant dont les parents sont enseignants. Mon père c'est un enseignant, ma mère c'est une enseignante. Je ne pouvais pas rester là en spectateur pendant que j'ai vécu la souffrance sur ma peau. Je connais la douleur de la souffrance. Je connais comment les gens vivent difficilement dans ce pays. Alors, ce sont des choses qui m'ont poussé à réfléchir pour dire que non, je ne peux pas rester spectateur. Voir mon pays être dirigé par des personnes qui du reste n'ont pas pu, après un bon bout de temps, répondre aux attentes de ce peuple. Chose qui a justifié même ma propre souffrance. Parce que des fois pour étudier, il fallait que maman sorte, puisse aller vendre la friperie pour souvenir aux besoins d'éducation de nous qui étions à la maison. Parce que les salaires que nos parents obtenaient, en tout cas, n'étaient pas à mesure de nous le debout du mois. Nous avons vécu avec la souffrance et qu'on ne pourrait pas rester spectateur pendant qu'il y a de ceux qui ont une parcelle d'autorité, qui sont en train de travailler, ne sont pas à mesure de souvenir aux besoins de nous qui sommes le peuple. Et donc, nous devons entrer là, travailler, essayons pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Entrer, travailler pour espérer de changer les choses, mais est-ce que vous pensez que vous êtes une alternative crédible? Vous êtes jeune, hein, je ne m'irai pas. Politique. Est-ce que vous pensez, vous avez cette prétention que vous êtes vraiment la génération solution pour le Je ne m'irai pas être prétentieux, mais je sens que dans les affaires, on peut mieux faire les choses pour les biens de ce pays. Vous le croyez? En tout cas, j'en suis totalement persuadé. Mais quand on reproche la génération Bahati, par exemple, tous ceux qui ont géré et continuent à gérer le Congo, en tout cas qui sont d'une certaine génération, et quand il faut le mettre ensemble avec Patrick Makanga et les autres,
vous pensez que vous êtes à même de faire la différence ou vous allez simplement, par l'effet des contagions, copier ce que cette vieille génération a fait? Ce qui est vrai aujourd'hui, nous sommes appelés à marquer la différence. Nous sommes appelés à travailler autrement. Nous sommes appelés à faire ce que les autres n'ont pas pu faire pour ce pays. Quoi, alors, par exemple? Non, par exemple, entre autres, matérialiser la corruption comme une institution dans ce pays. Ce sont des Congolais qui ont travaillé pour que nous arrivons à ce stade-là. Or, la corruption, c'est vraiment une gangrène contre le développement d'un pays. Si notre pays se retrouve à la situation où elle est aujourd'hui, c'est parce que la corruption a été institutionnalisée. Au point que cela a porté même atteinte au système éducatif et que les enfants, les élèves, même au niveau de l'école secondaire, doivent corrompre pour avoir un diplôme d'État. J'aimerais des gens avec qui nous avons étudié. J'ai étudié à Litindjili. Je pense s'il y a mes collègues qui sont en train de nous suivre, ils vous diront que j'étais parmi des élèves qui ont dit niet avec les histoires des branchements des inspecteurs. Et j'ai eu à faire mon examen d'état seul, pendant qu'il y a des amis, il y a des collègues qui ont eu à recevoir des réponses venant de l'extérieur. Et je pense les amis de ma promotion qui sont en train de nous regarder maintenant, ils vont en témoigner. Ils sont vivants. Il y a des amis avec qui nous sommes en contact sur Facebook et dans des réseaux sociaux, voire même on s'appelle, on s'écrit avec eux. Ils peuvent en témoigner. Moi, je pense que nous pouvons mieux faire. Oui. Nous pouvons mieux faire pour essayer d'aider ce pays à aller de l'avant. Nous en tant que jeunes. Et vous pensez qu'il y a rupture? Par exemple, vous avez pris les cas de la corruption. Aujourd'hui, la corruption accompagne l'actuelle génération depuis les bancs de l'école jusqu'à l'âge adulte. Vous pensez qu'il y a vraiment rupture entre l'actuelle génération et les vieilles pratiques? Moi, je dirais que ce n'est pas tout le monde qui est corruptible dans ce pays. Il y a de ceux qui travaillent avec abnégation. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le nombre de gens qui travaillent. Le nombre de gens qui sont partiels et qu'ils ont une parcelle d'autorité, ce nombre-là puisse croître. Plus ce nombre-là va croître et ce pays va changer. Ce pays, des fois, nous l'avons toujours dit et nous l'avons tantôt dit, que ce pays, des fois, a un problème. Des hommes qu'il faut à de places qu'il faut. Les jours où nous y parviendrons et qu'on placera des hommes qu'il faut à de places qu'il faut en grande quantité dans ce pays va connaître son ère de gloire. Ce pays va connaître son ère de développement durable et que l'avenir sera encore beaucoup plus radieux. Vous voyez aujourd'hui avec l'action de l'IGF, nous voyons comment le pays était dans une gouffre. Le pays était dans une gouffre. Comment les gens avaient comme habitude le vol, les détournements des deniers publics. Les gens ne savaient plus faire la part des choses entre leur argent de poche et l'argent de l'État. Vous pensez que dans un système pareil, même si nous avons un chef de l'État qui est animé de bonnes intentions, le pays ne va pas se développer. Raison pour laquelle nous avons besoin des hommes, bien comme dit le proverbe. Si les justes s'élèvent, le pays, la ville est dans la joie. Alors, vous avez des ambitions politiques et c'est vrai, tout passe par les élections, les urnes. Et maintenant, là, au niveau de l'Assemblée nationale, on est en train d'examiner, il y a eu d'ailleurs un débat général autour de la proposition de loi électorale. Alors, Patrick Makanga, en termes d'innovation, qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Qu'est-ce qu'il faut retoucher, changer dans cette loi électorale? En tout cas, ce qui est vrai, d'abord, l'actuelle loi électorale sous examen, on doit savoir que aujourd'hui, ça a été proposé par le groupe 13. G13, oui. Oui, le groupe de 13 députés. Il y a un qui est décédé, paix à son âme. Henri Thomas Lokondo. Henri Thomas Lokondo, un vieux que je respecte beaucoup, de par ses analyses pertinentes, qui savait deux fois faire la part des choses. Il y a que le G13 a eu à travailler avec toute le plateforme politique. Donc, aujourd'hui, j'ai ici la copie, j'ai la copie de la proposition de la loi. Cette loi aujourd'hui est portée par le G13, mais c'est le fruit d'un consensus, d'un travail de fond en comble avec presque tous les regroupements et familles politiques, entre autres nous au sein de l'AFDC allié, parce qu'on a eu des séances de travail, plusieurs séances de travail pour
harmonisation, parce que nous, en son temps, nous avons eu à mettre en place en 2020 un plaidoyer pour la sortie des crises, parce que nous avions vu que le pays était bloqué à un moment, il y avait des guerres entre institutions, il y avait des problèmes entre les gens censés vivre en coalition, et face à cet état de choses, face à cette situation chaotique, l'AFDC allié en son temps a eu à mettre un plaidoyer pour la sortie des crises. Nous avons eu à réfléchir dans le sens à faire en sorte que les choses puissent marcher, les choses puissent aller de l'avant. Et dans notre plaidoyer pour la sortie des crises, on a aussi évoqué le point ayant trait aux élections. Il y a que nous avons eu à faire certaines propositions. Et qu'il nous a fallu un moment avec la demande de G13, du groupe de 13 parlementaires, on a eu un travail d'harmonisation de vues. On a harmonisé des vues et que dans leurs revendications, ou soit dans leurs propositions, il y avait beaucoup de points de convergence avec ce que nous avions déjà couché sur notre plaidoyer pour la sortie des crises. Donc nous avons eu harmonisé. Donc la FDC se reconnaît dans cette proposition. Oui, nous avons certaines de nos propositions qui ont été qui sont reprises, telles que par exemple que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct, les sénateurs, pour accorder beaucoup plus de légitimité à ces personnes. Parce qu'on a vu que apparemment ceux qui sont élus au suffrage universel en direct se sentent un peu beaucoup plus redevants aux élus au niveau provincial aux élus au niveau provincial, donc au suffrage, donc qui sont des grands électeurs, voilà un peu, des électeurs délégués ou soit des grands électeurs. Les sénateurs relèvent des assemblées des élus provinciaux, des élus provinciaux et les gouverneurs bien évidemment. Donc pour dire que si on accordait ces prérogatives à la population, ça accorderait plus de légitimité aux gouverneurs mais aussi aux sénateurs. Voilà, ça aussi faisait partie de nos différentes propositions. Et puis, je pense qu'il y en a aussi tant d'autres parce que nous avions aussi en son temps fait des propositions dans le sens allant à la dépolitisation de la CENI. Voyez un peu. Mais nous pensons que, comme on dit, il faut être progressiste. Quand les choses avancent, on ne doit pas rester statico, comme si on ne veut pas que les choses mais quand vous partez du scrutin indirect au scrutin direct, par exemple, pour les sénateurs et le gouverneur, avez-vous pensé au coût de ces opérations? Non, écoutez, ce qui est vrai, les plus grands combats... Quand vous demandez à la population de voter les gouverneurs de province, de voter les sénateurs... Nous avons, ce qui est vrai, nous avons un problème ici dans notre pays. C'est un problème de fois de beaucoup plus de légitimité des élections. Vous voyez. Donc nous avons un problème des troubles qui ont caractérisé beaucoup des cycles électoraux que nous avons connus dans notre pays. Ça c'est un problème sérieux. 2006. Voilà, depuis 2006. Il y a toujours des contestations. Moi je pense que pour que nous puissions essayer un peu d'enjamber cet état de choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que nous puissions mettre en place des réflexions adéquates, mettre en place un système électoral fiable où la population garde sa souveraineté au plus haut point. Voilà. Donc faut pas voir seulement le coût, seulement l'argent, mais il faut voir est-ce que vraiment la population corriger tous les cycles électoraux. Oui. En tout cas, le problème c'est quoi? Nous voulons aussi dans ce pays avoir des élections qui ne terminent pas seulement sur fond de contestations et autres. Pas de contestations. Voilà, non. Mais alors, ça serait alors une bonne chose que de se retrouver dans un cadre consensuel et échanger, genre dialogue, peut-être que demandé par la FCC et la MOUCA. Non, écoutez, on se retrouve pour parler justement de ces choses. Moi je pense que s'il faut parler d'abord de réforme, hein, parce que là, nous sommes en train de parler des réformes de la loi électorale. Vous voyez. Alors les réformes commencent d'abord dans les institutions. Ne vont pas faire fi des institutions. Parce qu'au sein des institutions telles que le Parlement, il y a toutes les couches représentées. Je pense que le FCC a ses élus à l'intérieur, le LAMOUCA évidemment. Moi je pense qu'ils doivent d'abord étaler leur point de vue. C'est un parlement illégitime selon non, là ce sont des histoires à dormir debout. Moi je pense pas. Moi j'aimerais qu'on puisse même nous dispenser ici sur ce plateau ces genres de débats creux
c'est genre de débat antique. Moi, je pense que c'est pas au FCC de dire que le Parlement, l'Assemblée, le Parlement est illégitime. C'est pas au FCC parce que les élections ont été organisées par le FCC. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Il faut emballer ça, jeter ça même dans la poubelle. Mais le problème, c'est quoi? Et que jusqu'à ce jour, nous n'avons encore rien vu en termes de propositions venant de la MOUCA ou soit du FCC. Moi, mon humble avis, je vois comme si ce sont des manœuvres dilatoires de gens qui n'ont pas pu réfléchir pour apporter une proposition. Parce que ça serait... Je t'interromps pour dire... Vous vous montrez intransigeant face à la requête des opposants sur le dialogue, un dialogue consensuel, mais vous êtes beaucoup plus souple. Je parle du régime, justement, pour dialoguer, par exemple, avec les groupes armés. Ça vous met à l'aise. 5 jours de dialogue consultatif. Ne confondons pas le terme. Voyez, ne confondons pas le terme. Avec les groupes armés, ce ne sont pas des dialogues. C'est pas un dialogue. Non. Consultatif. Non, c'était pas un dialogue. Bon. Hein? C'était une façon de les écouter. C'était une façon de les écouter, surtout venant de la recommandation des EAC. Le sommet de chef d'État. Voilà, c'était la recommandation que au moins le chef de l'État devrait les écouter. Alors, il vit on doit travailler en harmonie avec nos pairs. Il fallait écouter cela, mais c'est pas un dialogue. Le problème, c'est quoi? C'est que mais pourquoi ne pas au moins, écoutez, l'opposition est représentée dans des institutions du pays. En plus de cela, c'est un point qu'il faut pas oublier. Faut pas faire fi. L'opposition est représentée au sein des institutions telles que le Parlement. Il y a les députés du FCC, il y a les députés du LAMOCA. Vous voyez, ils sont là. En principe, ils devraient d'abord venir aussi avec leurs propositions, comme les autres ont eu à faire. Et d'ailleurs, cette proposition aussi a été amenée, le G13 a eu aussi à voir le LAMOCA, a eu à voir LAMOCA, le G13 a eu à voir le FCC, le G13 a eu à voir beaucoup de plateformes, et presque toutes les plateformes ici. Nous avons eu à harmoniser le vu. Moi, je pense qu'il serait mieux de venir qu'on débatte sur des amendements apportés sur cette proposition, que plutôt faire la politique de chaises vides. Ça n'avance pas les choses. Et puis curieusement, vous savez, quand on veut refuser quelque chose, il faut apporter l'alternative. L'alternative que l'opposition a apportée, en dehors de l'actuelle proposition venant du groupe 13. Il n'y en a pas. Vu qu'il n'y en a pas, maintenant ils sont dans des manœuvres dilatoires pour faire l'opposant extrémiste sans proposition. Ça n'avance pas les choses. Nous avons aussi besoin d'une opposition républicaine. Visiblement, on n'aura pas les élections dans les délais. À bien voir les choses. Comment ça? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Il n'y aura pas de glissement. Non, mais il y aura les élections. Il y aura des élections en 2023. Est-ce qu'avez-vous suivi au moins le chef de l'État lors de sa tournée dans le Grand Kasaï? Vous l'avez suivi. Il l'a si bien dit. Il a dit que les élections vont s'organiser en 2023. Le format dialogue, c'est le format que nous proposent les gens du FCC et la MOUCA. Ils veulent que nous mettions autour d'une table pendant que la population a accordé un mandat de 5 ans au chef de l'État. Que ce dernier n'a pas l'intention de violer la Constitution. Ça veut dire on ne dialogue pas avant l'échéance. Allons, préparons les élections. Venons, apportons des réformes dans l'Assemblée nationale. Ce qui est vrai, la minorité doit être écoutée, mais quelle est la proposition de l'opposition? Alors, quelles sont les innovations majeures, à part celles que vous avez dit, en ce qui concerne la désignation des sénateurs et des gouverneurs, des scrutins indirects au direct? Quelles autres innovations majeures? Donc, tel que, par exemple, on a prévu dans cette loi électorale des sanctions contre le président du CENI, de la CENI. Le président de la CENI, cette fois-ci, il y a un mécanisme prévu pour qu'il soit aussi sanctionné, ou soit voire même traduit en justice. À quelles conditions? En cas de, par exemple, de non-respect en cas de non-respect par les intervenants dans le procès électoral de l'actuelle loi. Par exemple, on exige à ce que chaque bureau de vote puisse afficher le PV. Le PV et puis donner un exemplaire, une copie au témoin sur place. Et que ça, si ce n'est pas respecté, c'est le président de la CENI qui sera visé. C'est ce qu'on a connu en 2018. C'est le président de la CENI. Mounès Tebet, il l'a relevé aussi.
Oui, on a, tel que nous, il y a beaucoup de nos... Que pendant qu'on était en pleine compilation, ben, finalement, on a les résultats. Non, il y a beaucoup, nous avons perdu beaucoup de sièges. Hein, ça, je vous l'ai dit. Les 41 députés que nous avons reçus, en tout cas, c'était vraiment moins... C'était vraiment... On nous a pris beaucoup de sièges. Parce que les élections n'ont pas été très bien organisées. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup plus du sérieux. Il y a aussi, entre autres, il y a l'interdiction des cumuls des candidatures à 2 scrutins du même degré, par exemple. Vous voyez, le cumul des candidatures. À la fois député provincial, député national, chef de quartier. Parce que tu veux mettre ton fils là-bas et que tu vas aller avec ta femme, à l'Assemblée nationale et que toi-même tu vas encore aller au Sénat pour mettre je ne sais qui, tout ça. En tout cas, ça fait partie des propositions. Moi, je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être débattues. Il y a des commissions mises sur pied en train de travailler sur ça. Il y a des groupes parlementaires qui travaillent d'arrache-pied aussi dans ce sens-là. Il y a plus ou moins 410 députés qui sont en train de travailler. Ils ont eu une séance de travail au FEF Congo Hotel pour parfaire cette situation et que dans les jours à venir, nous verrons et puis nous aussi on va insister sur ce que nous voulons parce que nous tous nous concourons dans le sens à avoir des élections beaucoup plus apaisées, des élections beaucoup plus crédibles. Alors, voilà. Parlons d'une autre proposition de loi. Cette fois-là, c'est Modeste Bahati-Lukwebo, le sénateur, qui propose une loi sur l'agriculture en République démocratique du Congo. Mais ça n'a pas tardé. Hein? C'est quoi la nécessité d'avoir une loi sur l'agriculture? La proposition, quelle est la grande réforme de Bahati? Non, écoutez, ce qui est vrai, d'abord, il faut reconnaître le fait que nous avons déjà une loi dans le domaine de l'agriculture dans notre pays, promulguée le 24 décembre 2011. Okay. Mais il est à constater que depuis la promulgation de cette loi, il y a un problème d'application. La loi n'a pas été appliquée et cela n'a pas donné de résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains éléments qui ont bloqué l'application. Raison pour laquelle, étant donné que nous sommes dans une économie beaucoup plus extravertie et que nous devons déjà nous mettre sur le chemin à faire en sorte que nous ayons une économie introvertie. En tout cas, il a été temps de plus revoir, que nous puissions aussi revoir les textes qui régissent ce secteur de l'agriculture là pour rendre ce secteur beaucoup plus attrayant aux investisseurs nationaux et étrangers. Mais si le problème c'était d'abord l'applicabilité de la loi existante, la loi de 2011, ne fallait-il pas booster juste l'exécutant, le gouvernement par exemple, pour appliquer cette loi au lieu d'en créer une autre? Non, écoutez, la loi déjà en soi... C'est comme une redondance législative. Non, il y a ceci. La loi déjà en soi, je l'ai dit, certains éléments dans cette loi ne permettaient pas l'éclosion, par exemple. Donc, l'éclosion et son application, certains éléments bloquaient son application. Vous voyez, ce qui justifie même le fait que jusqu'à présent, depuis la promulgation de cette loi, nous n'avons pas encore pu diversifier notre économie. Vous voyez, le secteur de l'agriculture a toujours été l'enfant pauvre, vous voyez, de tous les secteurs. Parce que jusqu'à présent, les secteurs florissants, malheureusement, on exporte du brut, c'est le secteur des minerais. Vous voyez, c'est le secteur minier, en quelque sorte. Or, si cette loi avait... n'avait pas ces éléments qui bloquaient l'application, peut-être aujourd'hui, depuis 2011 jusqu'à maintenant, c'est quand même 11 années passées. Il y a que c'est pour qu'aujourd'hui qu'on puisse déjà avoir de l'ascenseur dans ce secteur. Alors, l'actuelle proposition de loi, ce n'est pas amener une nouvelle loi dans une loi qui existe déjà, tu tenterais de parler d'une redondance, mais c'est apporter une modification. C'est d'apporter une modification, telle que par exemple, il y a des points où on a parlé de la création d'un fonds agricole. Vous voyez, un fonds agricole pour soutenir les gens qui œuvrent dans ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle même des mamans maraîchères et autres qui sont dans l'artisanal. Vous voyez, et que s'il y a un fonds agricole qui pourrait
appuyer ces mamans à avoir des intrants, à s'acheter des intrants, pourquoi pas, des matériels nécessaires dans ces domaines agricoles. Vous ne voyez pas que ça allait créer un peu une éclosion. Et surtout que dans nos villages aussi, nous avons des terres qu'on ne sait pas très bien exploiter compte tenu de moyens. Vous voyez même que les députés, certains élus, lors des campagnes électorales, aiment bien s'en foutre de ces gens pour amener des houes, des bêches et autres. Vous voyez un peu, cela fait partie des matériels qu'on utilise pour les travaux allant dans les secteurs agricoles. Donc, vous voyez, s'il y a un fonds agricole, des gens peuvent se ressourcer sur cela pour essayer de faire avancer leurs activités. Le but, c'est quoi? C'est de diversifier notre économie et jusqu'au point d'amener, donner du tonus pour introvertir notre économie. Et entre autres, il y a aussi un aspect, c'est que mettre en place des allègements fiscaux. Dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, par exemple, créer des exonérations, par exemple dans des intrants, agricoles, créer des exonérations dans le matériel qui sont utilisés dans l'agriculture, vous voyez, créer ce genre d'exonération pour, dans le sens, à booster ces secteurs, parce que nous sommes un pays qui a une très grande superficie de terres arables. Nous avons le potentiel de nourrir toute l'Afrique centrale, de par différents rapports des experts qui ont eu à travailler qui ont eu à expertiser notre sol, vous voyez, notre sol fertile, et que nous devons aussi en profiter pour essayer de profiter de notre sol. On ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur. On ne peut pas tout le temps importer tout, même les produits alimentaires, pendant que vous instituez le fonds, vous allégez, il y a l'allègement fiscal. Il y a aussi un mécanisme pour permettre aussi aux investisseurs étrangers de venir investir. Parce qu'en termes de capitaux, l'État signalé que les Congolais n'en ont pas souvent. Nous sommes souvent butés. Et nous avons aussi deux fois le problème de réunir des gros capitaux. Et que s'il y a des étrangers qui aimeraient venir investir chez nous dans ce secteur-là, ça va encore nous aider, voire même à aller vers l'agroalimentaire. Vous voyez un peu, aller même dans des agro-industries. Tel que nous avons vu en Ouganda, en Ouganda et par-ci par-là, et voilà. Il n'y a que dans le sens que on puisse enlever du système des gens que un investisseur vient investir chez nous, on lui dit non, l'État congolais doit être majoritaire dans le parts doit être majoritaire pendant que l'État congolais n'a rien mis, n'a rien amené. Vous voyez, ce sont ces histoires comme ça qui bloquaient un peu l'application de cette loi et l'éclosion que l'impact que devait avoir cette loi dans les vécus quotidiens de Congolais. Vous pensez qu'avec cette proposition de Bahati, il y aura éclosion du secteur agricole ou agro-pastoral? Bien sûr que oui. Pourquoi? Mais pendant ce temps, par exemple, à Kinshasa, ça va rendre, excusez-moi, ça va rendre les secteurs attrayants même aux investisseurs et nationaux et internationaux. Mais c'est pas que vous voulez une chose en même temps, le contraire, dans le sens qu'on veut le décollage du secteur agricole, mais en même temps, il y a spoliation de tout le site maraîcher, par exemple. Je prends le cas de Kinshasa. Partout où il y a, vous avez pensé à toutes ces mamans-là qui font l'agriculture du jour au jour, qui nourrissent les quinois. Mais on a vendu tous les espaces maraîchers. Et pendant ce temps, l'État veut l'éclosion du secteur, mais en même temps, il spolie le secteur. Mais finalement, on ne comprend pas ce qu'on veut. Cher Jacques Dicou, mon cher frère, j'aimerais à ce que nous ne soyons pas ignorants sur la législation dans le domaine foncier. Il ne faut pas utiliser le terme expolier, de l'État expolie les terres qui appartiennent à l'État et que ces derniers ne reconnaissent avoir accordé le droit de propriété à qui que ce soit. La plupart des mamans qui cultivent là, ils n'ont pas acquis ce terre-là. Ils n'ont pas de titre. Ils n'ont pas de titre de propriété sur ce terre-là. Ils ne l'ont pas
acquis dans de moyens. Et c'est pourquoi il faut le rendre chômeur. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je pense que j'ai intervenu dans ce sens pour dire qu'il ne serait pas mieux que nous utilisions des termes tels que spolier. Spolier, non, c'est pas le terme approprié. Au moins, ces dames se sont vues déguerpir après beaucoup de temps. La pépinière de Badalungwa, par exemple, n'existe plus. Alors, moi, je pense ici. Que deviennent toutes ces femmes? Je pense ici. Non, la terre et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Il donne la concession à qui il donne la concession à ceux qui demandent suivant la procédure en la matière. Voilà, il y a toute une législation dans le domaine foncier qui définit comment on peut acquérir une portion de terre en RDC. Mais l'État congolais a également l'obligation de canaliser, d'orienter. Moi, je pense que peut-être notre plaidoyer doit aller dans le sens à demander que l'État puisse encadrer ces mamans-là. Puisse encadrer ces moments-là, à la rigueur, leur accorder même des crédits des terres pour qu'elles puissent un peu évoluer pour qu'elles continuent avec leurs travaux champêtres. Parce que les mamans n'ont pas acquis ce terrain-là, ça ne les appartient pas. Et surtout que la terre et la constitution de notre pays, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit veut dire aussi le respect de principes. Ça s'applique et c'est l'État et c'est nous qui sommes la population. Je rappelle que toutes ces mamans sont allées voir dernièrement, je crois en début de semaine, sont allées voir le gouverneur de la ville justement pour dénoncer la spoliation de leur site maraîcher. Donc c'est pas important qu'ils aillent voir. Non, elles doivent aller. Elles doivent aller voir tous les chefs des institutions, tous ceux qui engagent les institutions dans notre pays, pour que qu'on puisse les encadrer. Vous voyez. Donc c'est comme une mesure de grâce. C'est comme une mesure une mesure d'encadrement, parce que leurs activités aussi. Leurs activités vont aussi dans le sens à diminuer un peu la demande en termes des vivres de première nécessité, des denrées de première nécessité telles que les bitékou et autres. Donc il faut encadrer, il ne faut pas supprimer ce secteur-là, parce que nous savons tous que depuis un certain temps, tel que la ville de Kinshasa est nourrie par ses mamans. Alors si on supprime tout ce que ces mamans faisaient, donc c'est comme si on veut augmenter davantage la demande et qu'il y aura moins d'offres. Et qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont encore grimper, pendant que la politique qui doit être mise en place doit être dans l'essence à lutter contre la hausse de prix. Or, si on fait disparaître ces mamans maraîchères, donc la demande va augmenter et l'offre va baisser. Nous risquerons de commencer encore à importer les bitékou du Congo d'en face, parce que ici nous ne sommes plus à mesure d'en produire même ceux des artisans. Chutons justement avec cette actualité. La République démocratique du Congo fête le 1er mai, journée internationale du travail, et fête également le 30 avril, journée nationale de l'enseignement. Parlons justement de l'enseignement. C'est vrai, avec la gratuité amorcée par le régime Tshisekedi, quel bilan pouvez-vous faire aujourd'hui sur ces grands programmes sur la gratuité de l'enseignement? En tout cas, la gratuité de l'enseignement a été une réussite totale. Pourquoi? Parce que vous constaterez qu'avec l'initiative de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui nous avons plus ou moins 4 500 000 élèves qui ont rejoint le banc de l'école. Ça, c'est déjà un acquis majeur. Donc, pour dire que même les enfants de ceux qui... même les enfants qui voient les jours... les enfants des enfants des personnes communément appelées Ségué, aujourd'hui peuvent aller à l'école. Chose qui jadis c'était impossible. Chose qui jadis ne se faisait pas. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas de quoi payer. L'accès posait problème. Oui, l'accès posait problème. Là, vous louez le nom. Oui, c'est déjà bon, c'est déjà un acquis majeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? La qualité de l'éducation a été défectueuse depuis la nuit des temps. Je vous ai parlé, moi, quand
quand j'ai présenté mes examens, je faisais mes examens d'État, de fin d'études secondaires. Il y a eu des tentatives de corruption que moi j'ai eu à dire non, pour dire que c'est là fait partie des éléments prouvant que la qualité de notre système éducatif reste à désirer. Donc c'est aussi une autre paire de manches. Il faut d'abord augmenter le nombre et de deux, mettre en place des mécanismes d'encadrement pour travailler dans le sens à faire en sorte que la qualité puisse aussi suivre. Mais il faut déjà soutenir des bonnes initiatives. Et qu'aujourd'hui, il y a même des infrastructures qui sont en train d'être construites. Mais justement, c'est parmi le grand problème de l'éducation en RDC. Les cadres qualifiés n'existent presque pas, surtout en province. Il y a un problème d'infrastructure, mais il y a aussi un problème de matériel. Non, il y a, en termes des infrastructures, vous avez vu même au début de ses fonctions, le chef d'État a inauguré Mokengeli, l'école Mokengeli, complexe scolaire Mokengeli a été requinqué. Pendant que j'étais là, ça fait partie de la viabilisation des infrastructures scolaires. Et aujourd'hui, nous avons vu même au niveau de province, tel que dans la province de Kwango, j'ai vu il y a des écoles qui sont construites. J'ai vu à Kalemi, il y a des écoles qui sont construites. Nous avons vu dans la province de Koulou, ma province, il y a des écoles qui sont construites. Donc pour dire que vraiment, je vois que ce dynamisme-là s'est activé dans le sens à viabiliser les infrastructures scolaires, mettre les enfants dans des bonnes conditions et en même temps augmenter le nombre des élèves qui ont accès à l'école. Vous avez vu le camp Tchachi, comment les enfants des militaires étudiaient. Mais aujourd'hui, on va voir au camp Lufungu là, on va au camp Tchachi, quand même les enfants étudient dans de bonnes conditions et gratuites et l'accès à l'école est gratuit. Donc pour dire que ce sont des initiatives à encourager, nonobstant quelques éléments qui jusqu'à présent posent quoi. Mais je pense que un programme à parfaire. Hein? Un programme pas à parfaire, à encadrer davantage pour que nous allions vers un programme parfait. Okay. Mais aujourd'hui, il y a quand même certains éléments. Parlons de notre secteur, l'emploi en République démocratique du Congo. Il séjourne aux États-Unis d'Amérique, répondant à une invitation. Yves Bunkoulou, ministre congolais de la jeunesse, parle de 19% du taux de chômage en République démocratique du Congo. C'est réel, les chiffres? Non, c'est pas réel. Là, c'est pas réel parce qu'on ne parlait pas de 19% des chômages en RDC quand même. C'est faux. Mais au moins, je me suis renseigné. Le ministre se basait sur les éléments qu'il y a à l'ONEM. Vous voyez? Office national de l'emploi. Office national de l'emploi. Il s'est basé sur des éléments qu'il y a à l'ONEM. Or, c'est pas tous les Congolais. Les chômeurs n'ont pas l'habitude d'aller avoir des cartes de l'ONEM. Or, si voilà au moins une opportunité ou soit une occasion d'aller se faire enregistrer. Il y en a dans toutes les communes. Hein. Dans toutes les maisons communales, il y a le service de l'ONEM. Nous conseillons aussi à nos compatriotes d'aller se faire enregistrer là-bas pour que nous ayons des données fiables en termes de chômage parce qu'on ne sait pas établir. En tout cas, lui, il n'a pas peut-être voulu aller dans des spéculations. Il n'a peut-être pas voulu aussi aller dans des histoires prises à la volée. Lui a voulu être beaucoup plus précis. Alors, quand il s'est vu être devant un fait accompli qu'il était censé être précis, il s'est basé sur des éléments fiables et qu'il a tiré auprès de l'ONEM et ce sont des éléments vérifiables mais qui ne reflètent pas la réalité de la situation de chômage en RDC. Donc pour dire que c'est une occasion de demander à nos compatriotes qui sont encore chômeurs d'aller vous faire enregistrer dans différentes maisons communales pour que vous puissiez avoir la carte de chômeur en République démocratique du Congo qui permettra à ce que nous ayons des données statistiques fiables et que nous puissions savoir, même nous autres, quand on doit parler dans le média, quand on doit parler à la télé, que nous ayons des données statistiques avec précision et honnêteté. L'activisme politique, l'activisme religieux remplace l'emploi, le travail en République démocratique du Congo. Les investisseurs tant recherchés par le président de la République ne viennent toujours pas. On parle même de 80% de la population active hors marché du travail. Alors, comment inverser les choses? Quelle solution apporter au chômage, par exemple?
Écoutez, d'abord... Il y a des jeunes qui vous écoutent. Non, on doit d'abord reconnaître le fait que non, il faut mettre en place des politiques efficaces. Parce que tout passe par la mobilisation de recettes. Si l'État a plus de moyens, l'État va envoyer les fonctionnaires beaucoup plus âgés à la retraite et va recruter d'autres jeunes au sein de la fonction publique, et que toujours avec le moyen, l'État peut augmenter le salaire tel qu'il vient de le faire avec les fonctionnaires actifs. Il vient d'augmenter de 30% leur salaire. Vous voyez, donc tout passe par la mobilisation et la canalisation des ressources, vous voyez, vers l'État. Parce que l'État aussi a la possibilité de consommer un grand nombre de chômeurs. Hein, et qu'il faudrait que l'État ait aussi les moyens de consommer. Après, les moyens, dans le sens qu'après avoir consommé les chômeurs, les chômeurs, donc le pays aussi. Donc c'est ça aussi notre paire de manches. Or, pour payer cela, il faut qu'il y ait une forte mobilisation de ressources. Et hormis cela, il nous faut aussi une bonne politique dans le sens à attirer des investisseurs sérieux, hein, qui doivent venir travailler dans le sens à donner de bons boulots aussi à nos compatriotes. Et tout ça, d'ailleurs, l'État fait n'a rien produit. Vous dites? Tous les voyages du chef de l'État, il n'y a aucun résultat. Non, il y a déjà des résultats. Parce que aujourd'hui, si le FMI a été à mesure de nous accorder ce crédit-là, c'est parce qu'il y a un lobby. On parle en termes d'investisseurs, hein, qui viennent implanter, créer de l'emploi ici. On s'adresse aux jeunes. Non, écoutez, l'autre aspect des choses, c'est que vous imaginez, il y a des investisseurs belges qui étaient venus, où nous avons vu les gens de la FEC peindre un tableau sombre pour décourager les investisseurs, disant que le climat d'affaires est très morose et qu'il n'y a rien. Donc, le discours de la Fédération des entreprises du Congo a découragé même des investisseurs belges. Moi, je pense que le gros du travail, c'est d'abord l'interne, mais du genre d'ailleurs aussi l'autre aspect des choses, c'est de mettre en place aussi des mécanismes qui donnent aussi des garanties aux investisseurs. C'est ce qui a même valu la réflexion, c'est ce qui nous pousse à féliciter le président du Sénat, parce que dans cette loi modifiant la loi de l'agriculture, ça va aussi rendre attrayant ce secteur, parce que le gros, c'est pas d'appeler les investisseurs, mais c'est de mettre en place des mécanismes pour rendre attrayant différents secteurs, et qui feront en sorte que ces mécanismes, bien évidemment, feront en sorte que les investisseurs viennent investir tout en garantissant leurs investissements. Et ça créera de l'emploi. Ça créera de l'emploi. Patrick Makanga, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi cadre au sein de la FDC, de Modeste Batiloukovo, le président du Sénat. C'est la première fois, votre passage ici, à votre avis, et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. On aura encore ce grand plaisir de vous recevoir pour un prochain numéro. En tout cas, ça sera un plaisir. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur votre chaîne. Merci, au revoir. Merci. Un jour demander pardon aux Congolais, par exemple, pour ce passé fâcheux entre les deux pays. On vous a présenté comme agresseur. Est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce que le Congo va demander pardon pour avoir hébergé les génocidaires qui ont continué à attaquer le Rwanda pendant 3 ans? Réaction déjà est bandit au fur et à mesure que Ndambu et rapport Isaac Obima. En disant au président, prenez ce plan, utilisez-le à bon escient. Si vous pouvez l'utiliser et le mettre en œuvre au profit du peuple congolais, je serai l'homme le plus heureux. Ah, zai ko iba mbongo na caisse à l'État. Ah, mais nazali gouverneur wa Yambo, oya tiki bilembo, les signes visibles. Qui dollar ezo mata, talo nango ezo mata et que mbongo na biso ezo kita. Banque centrale aza na mbela ya kobimisa ndambo ya réserve po atiango na marché de façon que valeur ya mbongo na biso e mata. Africa.